Monsieur André Gandillon, bonjour. Bonjour Jean Lamour. Bonjour Florian Rouanet. Bonjour également. Et alors nous lançons une série d'entretiens réguliers sur l'actualité, à la fois généraliste et militante, analysée sous l'angle de la formation politique nationaliste. Et pour ce premier entretien, en ce 23 avril, nous avons 4 dossiers d'actualité qui est également traité dans votre revue sur laquelle nous reviendrons à la fin de cet entretien. Donc l'ami Jean, si tu peux lancer sur la première question de l'actualité nationale. Bien, absolument. La première question, c'est donc que dire des nouvelles nuisances qu'incarne la refonte des régions ? Le projet de réforme des régions est arrivé à un moment où François Hollande était dans des difficultés politiques assez importantes, mais vous me direz, il ne cesse de s'y trouver. Et lancer plutôt une réforme régionale à cette époque-là est un moyen pour lui de rebondir d'un point de vue politique. Cela dit, entreprendre une refonte régionale comme il le fait montre, à mon avis, une inconséquence totale. Car lorsque l'on veut lancer un tel projet quand même qui engage l'administration du territoire national, l'administration de la France, on s'y prépare longtemps à l'avance. On n'agit pas comme il a fait de manière totalement improvisée. On s'en est rendu compte lorsqu'il a lancé le projet de 12-15 régions, on ne savait pas trop. Et très vite, lorsqu'il a lancé l'idée a été lancée de réunifier la région Bretagne avec ville principale Rennes et la région Pays de Loire, il a suffi que Jean-Yves Le Drian dise « Ah non, surtout pas !» pour que l'on passe à côté, pour que l'on passe à autre chose. Il a suffi aussi que Ségolène Royal fasse des remontrances pour que l'on remodifie la carte. Il n'y a rien de véritablement pensé, de véritablement réfléchi de manière rationnelle dans ce projet. Ensuite, pourquoi passer de 22 régions à 12 régions? Sur quels critères se base-t-on? Alors, les critères retenus, c'est très simple. On dit qu'il faut simplifier la carte administrative de la France, il faut réduire les dépenses. Réduire les dépenses. Les réduire comment? Alors, on nous dit qu'on va faire des économies de fonctionnaires. C'est très simple. Vous avez deux, vous fusionnez en un, vous faites des économies. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. À partir du moment où vous regroupez les régions, vous allez avoir des postes de responsabilité plus importants. Donc vous allez avoir une armada de fonctionnaires, de hauts cadres, qui toucheront encore moins terre que jusqu'à présent, pour diriger. Donc il faudra augmenter les revenus, augmenter les salaires, les traitements de ces gens-là. Et on s'en rend compte tout dernièrement, lorsque la région Aquitaine doit fusionner avec la région Limousin, et la région Poitou-Charentes, eh bien, on apprend que le statut des fonctionnaires régionaux du Limousin et de Poitou-Charentes seront alignés sur le statut de la région Aquitaine parce que c'est le meilleur. Autrement dit, vous allez avoir une hausse des traitements, une hausse de la masse salariale des fonctionnaires. Les fonctionnaires, il va bien falloir les recaser ailleurs, sauf départ en retraite, on ne va pas les mettre à la porte. Donc, d'une manière ou d'une autre, la masse salariale ne va absolument pas diminuer, mais risque encore d'augmenter. Donc c'est un faux problème, c'est un faux débat. Ensuite, lorsque l'on parle de regrouper les régions pour faire des économies, on nous lance tout de suite, oui, la France est suradministrée, il faut réduire le millefeuille administratif. Alors réduire le millefeuille administratif, nous savons tous très bien que nous, chacun dans nos logements, dans nos habitations, dans nos communes, nous avons sur le dos la commune, l'intercommunalité, le département, la région, l'État, Bruxelles, et peut-être demain un super État transatlantique. Donc, le vrai problème, c'est de savoir à quoi sert l'État.
Comment doit-on organiser l'État? Quels sont les services que doit remplir l'État? Et c'est là qu'il faut revenir à la nature d'origine de l'État. L'État a une fonction de suppléance, qu'on appelle d'une autre manière fonction de subsidiarité, qui doit accomplir ce que les autres éléments de la société ne sont pas capables ou n'ont pas les moyens de réaliser. Autrement dit, l'État, il est là pour assurer la sécurité, pour assurer la défense, pour assurer la justice, La santé. pour assurer la santé, pour assurer l'organisation générale du territoire, notamment en manière de transport. Et là, je reviendrai sûrement tout à l'heure sur la question des transports, parce que c'est cocasse, c'est même pas cocasse d'ailleurs, c'est dramatique. Et l'État, en économie, doit prendre des initiatives que les initiatives privées, les personnes privées, les entrepreneurs privés ne prennent pas. C'est ce qui s'est toujours fait à toutes les époques, avec en France effectivement une propension particulière à l'intervention de l'État, parce qu'on est un pays centralisé, on a un vieux pays d'administration étatique avec notre royauté. Mais bon, aujourd'hui, nous retrouver avec des régions plus ou moins fusionnées, avec des intercommunalités, ça ne va rien régler, dans la mesure où on n'aura pas redéfini le véritable rôle de l'État. Et le principe de subsidiarité que vous parlez, dont vous parlez, c'est le fait de déléguer tant qu'il est bon à des échelons administratifs inférieurs. C'est délégué à des échelons administratifs inférieurs ce qu'ils peuvent réaliser, ce qu'ils peuvent effectuer, effectivement. Et la première des choses à faire, c'est de penser en termes de corps intermédiaires. Lorsque l'État passe son temps à réglementer ceci, à réglementer cela, il faut d'abord demander ce qu'en pensent les principaux intéressés, ce qu'en pensent les corps de métier, ce qu'en pensent les chambres de commerce et autres. Un régionalisme séparatiste, en quelque sorte. Non, ce n'est pas un régionalisme séparatiste. Là, lorsqu'il s'agit c'est encore autre chose. Les corps ça existe, mais là c'est encore un autre problème. Mais les corps intermédiaires sont liés des corps territoriaux. Par exemple, les communes sont une sorte de corps intermédiaire. Vous avez des associations de métiers, des branches d'industrie et autres qui sont des corps intermédiaires réels. C'est à eux d'abord de s'administrer, à eux de s'organiser, évidemment sous la supervision de l'État pour éviter qu'il se passe n'importe quoi, mais l'État ne doit avoir qu'un rôle de contrôle et non pas un rôle de gestion, un rôle d'administration. On ne s'en sort pas. Alors il faut d'abord redéfinir le rôle de l'État avant de penser à charcuter la carte administrative de la France, et je te coupe ci, et je t'enlève ça, et je te rajoute ci et ça. Non, le vrai travail, il faut d'abord repenser ensuite. Ensuite, il faut se demander, lorsque l'on crée une administration, un découpage territorial, que veut-on? Veut-on des circonscriptions purement administratives? Ou veut-on des circonscriptions qui soient véritablement ancrées dans un terroir pour administrer un bassin de vie, qui a sa véritable spécificité locale? Veut-on uniquement créer des circonscriptions de type économique pour regrouper les chambres de commerce, comme cela avait été fait dans le projet Annecy ou le projet Clémentel dans les années 30, qui ont d'ailleurs servi à créer les 21 régions, les 21 circonscriptions provinciales élaborées par le régime de l'État français. Et alors là, vous dites, à cette époque, par contre, c'était plus charnel? Non, le découpage qui avait été fait était un découpage assez technocratique à l'époque. Mais je pose simplement la question là, de savoir ce que l'on veut obtenir. Pourquoi a-t-on des circonscriptions d'administration territoriale? Si c'est uniquement pour l'administration, si c'est pour tenir compte des terroirs, parce que la France est un pays de terroirs, comme la plupart des pays d'ailleurs, ou alors uniquement une organisation de regroupement de chambres de commerce, une organisation économique. Alors, lorsqu'on a répondu à ça, on peut passer au reste. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on prend ce qui existe sans remettre à plat l'empilement de structures administratives, de réglementations qui ont été faites depuis plus de 2 siècles, et on continue. On peut dire qu'aujourd'hui, l'état de l'administration en France
est dans le même degré de complexité que celui qu'il y avait sous l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, vous aviez un village, il dépendait de tel bailliage pour la justice, il dépendait de tel diocèse pour l'Église, il dépendait d'une circonscription provinciale particulière pour les impôts, pour la gabelle, pour la taille. Aujourd'hui, vous avez la même chose. Dans une petite commune en province, par exemple, vous allez avoir les services fiscaux qui vont dépendre d'une commune, vous allez avoir la gendarmerie qui va dans une autre commune, vous allez avoir différents services sociaux qui vont être dans une troisième. Il faut quand même de la cohérence. Et ce régionalisme à outrance, il vous rappelle en fait cette féodalité un peu, c'est des maires qui se transforment en ducs. Oui, ça c'est encore autre chose. La régionalisation telle qu'elle est prévue à regrouper à 12 ou 13 régions, oui, effectivement, on arrive à un démembrement du pays. Mais là, on va sûrement y revenir, mais ce que je voulais dire, c'était que progressivement, au fil du temps, on rajoute une chose sur l'autre, mais sans cohérence et sans reprendre avec une réflexion de fond, sans repenser les choses. Et on en arrive, nous, après 2 siècles, à avoir un enchevêtrement administratif, de paperasserie à n'en plus finir, qui n'existait même pas sous l'Ancien Régime, qui complique la vie à tout le monde, mais qui rejoint finalement cette organisation qui faisait que plus personne ne s'y retrouvait. Alors, vous m'avez parlé du rétablissement de féodalité. Alors, effectivement, il est évident que si l'on réduit la France à une 12aine de régions, vous allez avoir des entités énormes. Vous avez l'Aquitaine, vous allez recréer le duché d'Aquitaine. Vous avez la région Midi-Pyrénées qui fusionne avec la région Languedoc-Roussillon, ou Septimanie. Georges Frêche, qui avait des lettres, l'appelait la Septimanie. C'était plus joli, c'était plus poétique quand même. Mais vous recréez le comté de Toulouse. Provence-Côte d'Azur, vous recréez le comté de Provence. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous avez la Bretagne, bon, elle n'est pas réunifiée, mais si la Bretagne était réunifiée, alors que se passerait-il? Rennes ou Nantes? Une querelle de cloches à n'en plus finir. Déjà aujourd'hui, vous avez une querelle entre la ville de Besançon, il me semble, et une ville voisine. Ah ben il y a Besançon et Dijon qui se disputent. Voilà. Si vous prenez la Normandie qui, de Caen ou de Rouen, va emporter le pactole. Alors on est en train de faire une cote mal taillée, on mettra disons le Parlement régional à Caen, l'exécutif à Rouen, avec des navettes à n'en plus finir. D'un endroit à un autre, c'est un petit peu comme entre Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg. Oui. Alors là, je reprends la critique que vous avez faite dans votre vue, de dire qu'on éloigne les points de pouvoir de la population. On éloigne avec ces intercommunalités notamment. Bien sûr. On n'arrête pas d'entendre dire qu'il faut rapprocher le pouvoir des populations. Mais là encore, leur République nous ment. L'établissement politique, la politique de service nous ment. Parce que là, pour rapprocher les élus de la population, qu'avez-vous? Ce sont les petites communes. Par exemple, quand vous avez 200-300 habitants, voire 1000 habitants, tout le monde se connaît à peu près. Après, si vous passez à un échelon supérieur, 2000, 3000, 4000, 5000, voire 10 000, comment voulez-vous qu'il y ait une relation de proximité entre l'élu censé représenter les citoyens et la population elle-même? C'est totalement impossible. C'est totalement impossible. Par la simple nature des choses, une personne un élu, il ne va jamais connaître 15 000 personnes, il ne va jamais pouvoir entrer en contact avec eux, il va se trouver dans un bureau quelque part dans une ville moyenne, sans savoir ce qui va se passer. Alors qu'aujourd'hui, je peux vous le dire, puisque je connais assez bien la campagne, le maire est souvent interpellé par les habitants du village. Et il y a une entente ou une mésentente, mais les problèmes se règlent comme ça. À partir du regroupement intercommunal, vous allez aller voir qui? Vous allez aller voir qui?
pose la question. Vous allez aller voir un délégué, un fonctionnaire quelque part qui ne connaîtra pas le coin, qui pensera peut-être plus à monter en grade et puis à quitter le trou paumé dans lequel il se trouve, si je puis dire, plutôt qu'à traiter le problème qu'à niveau des bascules. Hein. Oui, on avait un maire proche de la population parce que c'était un petit village, tout le monde se connaissait, et là, tout est plus éloigné. Et là encore, lorsqu'on nous dit qu'on va faire des économies financières, des économies d'administration en regroupant les communes, c'est faux. Ouais. C'est faux. Déjà, aujourd'hui, dans les petites communes, les maires s'investissent énormément. Souvent, ils se transforment eux-mêmes en cantonniers. Ils arrivent à mobiliser la population pour faire des différents travaux. Ils arrivent encore à entretenir les petits chemins et les petites routes. Demain, les crédits, où iront-ils? Ils iront au chef-lieu de l'intercommunalité, puis les petites communes auront les miettes. Et je ne l'invente pas. Je le vois très bien dans le petit village où je vais fréquemment. Et alors, ils ont une autonomie contre l'État, finalement, avec ces créations de ce régionalisme appliqué. Alors là, l'affaire est très complexe aussi, et très perverse en un sens. Parce que les régions, par exemple, ont une autonomie de décision. Ils vont se retrouver en gros, à terme, comme des sortes d'États dans l'État. Mais d'un autre côté, au moins encore pour le moment, ils dépendent de versements de l'État pour équilibrer leurs comptes, de dotations globales de fonctionnement et aux dotations d'équilibre et autres. Or, que se passe-t-il? L'État, pour faire des économies, ferme les robinets, diminue d'année en année toutes ces dotations. Donc, autrement dit, les régions aux intercommunalités ont de plus en plus de pouvoir, mais elles continuent toujours à dépendre du pouvoir central. Donc, le système est totalement pervers. Mais il est d'autant plus pervers qu'il y a quelqu'un qui paye tout ça. C'est le contribuable. C'est le contribuable. D'ailleurs, on le voit en ce moment avec le vote des budgets primitifs dans les communes. À Bordeaux, ça va augmenter de je ne sais plus combien de pourcents, à Toulouse 15%, enfin toutes les grandes villes augmentent. Ouais. Et le seul justificatif, mais nous on a besoin d'argent, on augmente, l'État ne nous donne pas les moyens, nous qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, ça ne reviendra pas à l'idée de redéfinir leurs besoins, de restreindre un petit peu leur train de vie et leur façon de faire. Non, on fait payer le contribuable, le cochon payant. De l'argent donc on va mettre dans les carburants, si je comprends bien, parce que c'est tout le budget va passer dans des trajets et non plus en fait. Va passer dans des trajets, dans des déplacements, dans des primes de déplacement, dans différentes choses. Tenez leur fameuse réforme départementale, là, avec les élections départementales. On réduit le nombre des cantons, mais on met 2 élus par canton. Résultat, on a le même nombre, sinon plus, nombre d'élus. Qui vont toucher des indemnités de déplacement, de ceci, de cela, on n'y gagne rien. Or, il faut voir une chose, pourquoi élite-t-on des personnes? Pourquoi crée-t-on des circonscriptions administratives, si ce n'est pas pour rendre service à la population? Si on paye des impôts, c'est pour rendre service à la population, parce que l'impôt, il ne faut pas oublier ce que c'est à l'origine, l'impôt. La dîme. C'est une violence faite à la personne, parce que l'impôt, vous le payez de force, vous le payez par la contrainte. Et d'ailleurs, l'existence des premiers parlements vient de quoi? Tout simplement parce qu'on a demandé le consentement à l'impôt. Aujourd'hui, où est le consentement à l'impôt? Vous élisez quelqu'un avec un blanc-seing, et puis après, il fait ce qu'il veut. Il vient vous revoir 5-6 ans après. Si vous ne suivez pas de près les comptes, les choses en sont en l'état. Vous avez de la grogne, et puis, comme disait... un roi sous l'Ancien Régime, ou une de ses concubines, le petit peuple crie, le petit peuple paye. Ça, nous autres militants, et je pense que chez les nationalistes, nous disons non, ça suffit. Et d'ailleurs, alors, la solution nationaliste est-elle de refonder les régions, mais également de manière charnelle? Oui. Alors, en France, lorsque on voit un peu... Il faudrait, les études qui ont été faites montrent qu'il faudrait en gros entre 25-30 régions. Mais 25-30 régions,
centrés sur des métropoles d'importance, qui ont un bassin de vie, un réseau d'attractivité assez important. Le retour du canton, quelque part. Ce sont des... Bon, par exemple, vous avez des grandes villes. Toulouse, par exemple, est une ville qui rayonne. Bon. Mais autour d'elle, vous avez d'autres villes, Montauban, vous avez Albi, vous avez Carcassonne, vous avez, plus petit, vous avez Foix, vous avez Auch, vous avez toutes ces villes-là. Bon, elles sont attirées par cette grosse métropole régionale, mais seulement elles-mêmes constituent des bassins de vie. Donc, vous pouvez avoir un regroupement à un échelon national de 25 à 30 régions, les choses peuvent s'affiner et se définir, qui chapeautent à peu près 300 circonscriptions à travers la France, mais 300 circonscriptions qui regroupent des petites communes, des terroirs. Il y a à peu près 300 terroirs en France, et c'est à partir de là que l'on peut créer les choses. Un terroir, c'est à peu près, grosso modo, quelque chose qui fait 50 km de rayon. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Mais on le voit bien, aujourd'hui on dispose de moyens d'études, on peut très bien voir quelle est la puissance d'attractivité, en gros le champ magnétique d'une agglomération sur les campagnes et les petites bourgades environnantes. C'est-à-dire que c'est, si je comprends bien, si j'essaye de traduire ce que vous dites, sont les distances qui ont un rapport humain, c'est-à-dire combien de kilomètres est prêt en fait à faire une personne pour aller travailler. En gros, voilà, c'est ça. Voilà. On en est là. Voilà, on en est là, aller travailler, aller faire ses courses. Voilà, c'est ça. Voilà. Ce qui nécessite un réaménagement du territoire. C'est un autre travail, ça. Oui. Parce qu'aujourd'hui, que fait-on? On déménage le territoire. J'allais vous lancer dessus, oui. On déménage le territoire. Bon, on nous parle tout le temps du Grand Paris. Bon, le Grand Paris ne va aboutir qu'à concentrer encore plus de population sur cette pauvre île de France, totalement défigurée, alors que vous avez des régions entières de France qui se dépeuplent, qui végètent, et dans lesquelles il faut arriver à redonner une vie. C'est un foutu gâchis. C'est un gâchis. La désertion rurale. C'est la désertion rurale. Et il fut un temps, j'avais fait un titre dans Militant, le grand déménagement du territoire, en parlant des problèmes de réaménagement, d'aménagement du territoire. Mais il y a à ce moment-là des investissements à faire, mais sur le long terme. Un régime électif à 5 ans est incapable de penser le long terme, parce que ce sont des projets qui vont se faire sur 5 ans, sur 15 ans, 20 ans. Parce qu'il va falloir, pour attirer les gens dans les provinces, recréer des infrastructures sociales, sanitaires, hospitalières, des écoles, et aussi des réseaux de transport régionaux. Si vous prenez aujourd'hui l'état de la SNCF, je lisais encore il y a peu dans La Vie du Rail, 7500 km de ligne sur la sellette. Alors, le réseau en 1938-39, il y avait 41 000 km de voies normales, plus de 20 000 km de voies locales, qu'on appelait des lignes d'intérêt local à voie métrique. On a sabré tout ça. On a supprimé déjà tout de suite en 1939 8 000 km de lignes pour faire une économie de 4%. Alors, je veux bien que le réseau ait été mal tracé, différent, mais enfin on en est là. Aujourd'hui, le réseau ferroviaire français classique est dans les 29 000 km. On va encore, si on supprime encore 7 500 km, que va-t-il rester? Vous avez, et là dernièrement il est arrivé des choses extrêmement graves, c'est pour la première fois des liaisons interrégionales ont été supprimées. La liaison Bordeaux-Clermont-Ferrand n'existe plus. Alors, on me dira qu'elle se dégradait depuis le temps. Vous savez, il est très facile de dégrader une liaison. Vous mettez des horaires de train qui ne conviennent pas à la clientèle, vous n'entretenez pas les voies, vous réduisez les vitesses, vous faites des ruptures de charge à tel et tel endroit, en 3 mois de temps, vous... Mettre un énarque à la tête de tout ça, par exemple. Ah mais là oui, mais là ils s'y entendent. Là ils s'y entendent. Oui. Ils s'y entendent parfaitement. Oui. Le réseau ferré français, mais de toute façon il y a une idée qui remonte au plan Guillaume à 74, réduire le réseau français à 10 000 km de ligne. Voilà. C'est à ceux qui veulent arriver, on en est parti. Tel est le projet mondialiste. Voilà. Mais
Je peux vous dire que par exemple aujourd'hui, des villes comme Angoulême et Périgueux n'ont aucune liaison ferroviaire entre elles. Auxerre, Nevers n'en a pas. C'est mauvais pour le progrès. Voilà. Nantes-Rennes, c'est calamiteux. Donc il y a un nombre de choses à repenser sur le long terme qui demandent des investissements, mais qui seront rentabilisés à terme, non pas en termes financiers, mais en termes de bien-être général et de bien commun général. Parce que lorsque vous avez des infrastructures existantes, eh bien après les gens s'installent, la vie reprend, les activités se développent, et l'ensemble du pays en profite. Hein. De ce que vous en dites, en fait, le ramassage scolaire est fortement visé là, dans cette diminution de voies ferrées. Le ramassage scolaire se fait déjà beaucoup par autocar. Non, mais je parlais de ceux qui passaient de l'école primaire à un collège ou à un lycée. À un collège s'ils ont encore la chance de se trouver au bord de ligne de chemin de fer, effectivement, là, ils en sont réduits à... Ils sont obligés de remonter dans des plus grandes villes, autrement. Voilà, oui. Voilà. Donc, progressivement, il y a une désertification qui se produit. Bon, et nombre de parents, sauf s'ils sont agriculteurs, parce qu'ils sont obligés de travailler à la terre, nombre de parents s'arrangent à aller dans une ville plus importante pour les études de leurs enfants. C'est humain, c'est naturel. Oui. Et c'est l'ensemble du pays qui en pâtit. Alors bien, merci d'avoir traité ce problème et de trouver les solutions aussi, parce que c'est important. Et nous allons vous lancer sur à la deuxième partie. Oui, à la deuxième partie, une deuxième partie de l'actualité. Le Front National, le système et les nationalistes, hein, c'est la deuxième partie, avec la question qui est la suivante. Que dire de la situation du Front National et de son développement dans les sondages ? Le Front National, si on peut dire son fonds de commerce, comme parti anti-régime. Effectivement, pendant de nombreuses années, et même encore, l'essentiel de son discours se fonde là-dessus, c'est la lutte contre l'immigration, la lutte contre la sécurité. Enfin, c'était le fonds de commerce du Front National. Ça se tiédit beaucoup quand même. Hein, oui, mais pour la grande masse des gens, aujourd'hui, ce genre de propos est encore pris argent comptant. Les gens pensent qu'en votant Front National, eh bien, on va donner au moins un signal fort que l'on n'accepte plus la situation telle qu'elle se présente, et au mieux, on peut espérer qu'en arrivant au pouvoir, le Front National va balayer le système. Bon, nous savons que ce n'est pas le cas. Mais le Front National, en gros, est une sorte de thermomètre du mécontentement de la population. Oui, c'est vrai qu'il monte de plus en plus, et vous expliquez aussi que c'est du fait de 50 ans de UMP, PS ou RPR, enfin, de droite-gauche catastrophique. Ah oui, les gens, depuis plus d'un demi-siècle, ont tout essayé. Alternativement, disons, à l'époque c'était le RPR, l'UDF, après le Parti Socialiste. On revote, on n'est pas content des socialistes avec Mitterrand en 86, on ramène Chirac au pouvoir. Mitterrand, fin manœuvrier, face à un grand balourd qui s'appelle Chirac, revient au pouvoir en 88. Nouveau mécontentement, en 93, nouvelle cohabitation, le RPR revient à la place. En 95, dans la foulée, il fallait bien changer de président, on met Chirac pour faire quoi ? En 97, on ne change pas de président, mais on a de nouveau les socialistes parce qu'il y a un personnage quand même qui est emblématique de la bêtise magnifique qui s'appelle Juppé, qui s'arrange à pousser à dissoudre l'Assemblée, et puis qui ramène au pouvoir les socialistes pendant 5 ans. Après, on a Chirac qui fait rien d'ailleurs pendant plusieurs années comme ça, il satisfait tout le monde ou il mécontente tout le monde, ou alors ce qu'il fait c'est qu'il continue à creuser le trou de la France. En 2007, vous avez Sarkozy, qui a tellement été mauvais que les gens ont pensé, et tellement détestable aussi comme individu, que les gens ont voté pour Hollande, dont nous savions tous qu'à défaut d'être détestable, il n'était pas taillé pour la place. Pourtant, son slogan, c'était le changement, c'est maintenant. Il n'a pas pris Hollande. Oui, c'est François Hollande. Il n'a pas pris
ce slogan-là, il l'a pas pris au pied de la lettre. Il a effectivement fait du changement. Ah, il a fait du changement, mais il a fait du changement. Mais là, nous savions qu'en arrivant au pouvoir, il allait ébranler encore un peu plus les fondements de la société française. Alors je ne sais pas si nous devons souhaiter la politique du pire, mais si nous voulons que le système actuel s'écroule, on n'a qu'à laisser les socialistes au pouvoir pendant longtemps. Là, ça va s'écrouler très vite. Est-ce que vous pensez que le vote Front National peut encore aujourd'hui être considéré comme un vote de mécontentement, de contestation ? Pour ceux qui votent, oui. Mais seulement le vote Front... Oui, la plupart des gens vont voter Front National, comme toujours, en pensant que le Front National, comme on ne l'a jamais essayé, qu'il est vilipendé par les autres partis, est un parti neuf, un parti propre, un parti novateur qui va remettre enfin la France en état. Voilà, les gens. Il est perçu de cette manière-là. En réalité, le Front National fait partie du système. À partir du moment où il y a l'échec patent, aussi bien de la droite libérale que de la gauche socialiste, eh bien, il faut arriver à canaliser le mécontentement. Et le mécontentement, on le canalise en le mettant sur une voie de garage. Cette voie de garage, c'est le Front National. Oui. Donc les Français en seront déçus. Les Français seront nécessairement déçus du Front National. D'ailleurs, lorsque l'on voit l'évolution de Marine Le Pen. Alors justement, on voulait vous poser la question. Différence. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur le parti, en fait, un petit historique sur. Oui. De commencer à faire un petit historique, on peut revenir à la création du parti. Par Jean-Marie Le Pen en 1972. Voilà. Oui. Lorsque le Front National a été créé, aux origines, il s'agissait véritablement d'un parti nationaliste. D'ailleurs, d'anciens membres du PPF. De Jacques Doriot. Il y avait José. L'Action française un peu, je crois aussi. Oui, il y avait différents membres qui étaient véritablement des nationalistes, des nationalistes sociaux, des gens véritablement qui proposaient autre chose que des gens engagés. Bon. Et progressivement, le Front National a commencé à évoluer lentement vers un système plus démocratique, à entrer dans le système, si l'on peut dire. Ce qui n'est pas étonnant, dans la mesure où Jean-Marie Le Pen a toujours été un républicain. Sous la 4e République, il était député de droite CNI. Mais bon, se réclamant du gaullisme. Il se réclamait du gaullisme. Oui, plus ou moins d'une France souverainiste, enfin, disons, Pinet, quoi, si on peut dire la tendance Pinet, quoi. Bon, alors effectivement, Jean-Marie Le Pen n'a jamais dévié de ça. C'est progressivement le régime politique français qui s'est gauché, qui a dévié. Lui, il n'a jamais varié. Par contre, au Front National, progressivement, cette dérive a fait que les membres fondateurs progressivement quittaient le Front National. Bon. Surtout après l'assassinat de François Duprat en 1978, il n'y a plus de contrepoids véritable à l'autorité de Jean-Marie Le Pen. Et en 1981, des membres fondateurs, comme Pierre Bousquet, Jean Castriot, ont quitté le Front National. Par déception. Par déception, oui. Et en disant, si c'est pour créer un parti de droite dure, mais de droite démocrate et républicaine, nous on n'en est pas. Et il y a eu aussi l'affaire de la scission maigretiste. Alors, ensuite, le Front National a beaucoup varié dans les années 80. Dans les années 80, un temps, avec le succès momentané de la politique économique de Reagan, était devenu ultralibéral. Après, progressivement, il est revenu à une vision plus étatique, plus keynésienne des choses. Bon. Et ensuite, effectivement, le Front National, avec l'arrivée de Bruno Maigret, a eu un moment, si on veut dire, une bicéphalie. On le voyait très bien à l'époque. Il y avait la délégation générale, il y avait le secrétariat général, Stirbois d'un côté, Maigret de l'autre, le parti tirait à eux et à dia. Et effectivement, il est arrivé un moment où, par manque de patience, par manque
disons, de rigueur et Ouais. peut-être de sens politique chez Maigret. Ouais. Bon, il a provoqué une scission qui était totalement vouée à l'échec. Et si je puis me permettre de me citer, je l'avais déjà écrit à l'époque, dans Militant. J'avais déjà écrit, effectivement, progressivement, le parti de Bruno Maigret s'est effondré et a disparu. Ensuite, c'est l'arrivée de Marine Le Pen à la présidence du parti. Donc quel chemin prend le Front National à ce moment-là Le Front National prend le chemin, disons, du RPR des années 80. Et même par certains aspects, on pourrait dire que c'est en gros le parti radical socialiste des années 30. Républicain, anti-immigrationniste, mais bon, on laissait quand même entrer pas mal de monde. Un peu socialisant. Socialisant. En même temps aussi avec des éléments de libéralisme, beaucoup d'étatisme, et puis évidemment une grande judéophilie. Oui. Alors ça c'est... Homophilie aussi, peut-on ajouter? Dans les années 30 c'était pas de rigueur, ça c'est la nouveauté, c'est l'innovation. Et des anciens, là aussi, comme Roger Hollande, ont quitté ce parti dû à ces évolutions d'ailleurs. Oui. Et d'ailleurs, on ne les a pas retenus, au contraire, on les a poussés à la porte. On était bien content de s'en débarrasser, comme actuellement ce qui se passe avec Jean-Marie Le Pen. Là, je pense qu'on en arrive aujourd'hui avec le projet d'éviction de Jean-Marie Le Pen au moment où nous parlons, fait que finalement Marine Le Pen est en train de commettre un parricide politique. Oui, et en fait c'est un peu, comment dire, Tu es le père, tu vas le dire. C'est un aboutissement. C'est un aboutissement. Tout se passe comme si il y avait un contrat qui était passé avec elle. On veut bien vous accepter dans le système à condition que vous éjectiez votre père qui, franchement, fait tâche aujourd'hui. Ça passe du mal absolu par rapport le Front National par rapport au système à la dédiabolisation, en fait. Oui, voilà. Cependant, il a quand même voulu garder un aspect un peu traditionnel, celui de Bruno Gollnisch, celui de Marion Maréchal. Alors, Marion Maréchal Le Pen, effectivement, tient une ligne, disons, plus traditionnelle par rapport à la tradition politique du Front. Mais il faut bien voir quand même une chose, c'est qu'elle a refusé de faire tandem avec Bruno Gollnisch pour la présidence de la région Provence-Côte d'Azur. Ça faisait trop pour elle, peut-être. Bruno Gollnisch a quand même le courage de tenir une certaine ligne, même s'il n'a pas eu le courage de quitter le front, mais il maintient une certaine ligne qui est même apparemment inacceptable par Marion Maréchal Le Pen. Donc elle est même moins réactionnaire que Bruno Gollnisch. Moins réactionnaire que Bruno Gollnisch. Et je pense que Bruno Gollnisch risque aussi de subir le sort de ses amis qui sont aujourd'hui à l'extérieur du front. On va le débarrasser de ses militants, on va le stériliser en quelque sorte. Oui, le stériliser, le neutraliser. Ouais. Et je pense que la prochaine fois, après les prochaines élections européennes, on le remercie. Si les choses vont jusque-là, on le remerciera de ses bons et loyaux services et puis on prendra sa retraite. Alors comme le Front National est un parti critiqué sans jamais être bâillonné, peut-on en déduire qu'il est utile au système? Vous avez un peu frôlé la question. Effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure. Plus ou moins, le Front National fait partie du système. C'est la manière de canaliser les mécontentements pour les mettre sur une voie de garage et gagner du temps avant que peut-être l'inéluctable se produise et que le système et le régime s'effondrent. Et alors vous vous rappelez d'ailleurs en disant a pu peut-être freiner quelques dérives, mais sans jamais aller au-delà, quoi. Sans renverser l'ordre des choses. Mais c'est le propre de tous ces partis, disons, populistes ou souverainistes que l'on voit à travers l'Europe. Lorsqu'ils ont participé à un gouvernement, quel qu'il soit, ils ont effectivement freiné. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser entrer, par exemple, je vais dire un chiffre, mais 100 000 immigrés et il n'y en a pu rentrer que 80 000, au lieu de donner la nationalité à n'importe quel immigré illégal, au bout de 5 ans,
On va lui donner au bout de 10 ans, mais finalement le résultat est le même. Et ces partis, en entrant à l'intérieur du système, se déconsidèrent eux-mêmes. Ils se normalisent. Un parti qui se grossit. démocratise. Oui. Ils se démocratisent. Aujourd'hui, il faut bien dire les choses comme elles sont. Notre système n'est pas réformable. Le système tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas être réformé. C'est un système qui vit replié sur lui-même, qui s'autoprotège, et si vous voulez l'attaquer de l'intérieur, le battre avec ses propres armes, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas aujourd'hui. D'ailleurs, si vous me permettez de vous couper, on peut même citer Manuel Valls, qui donne un entretien pour dire que si le Front National passait premier parti politique, il ne le laisserait pas faire. Ah ben bien sûr. Donc, C'est ce qui se Il ne passe. laisserait pas faire. donc Et puis, il y a une bonne raison à cela. Il y a une bonne raison, c'est que tous ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui, disons les prébendiers, si l'on peut dire, du système, si jamais le Front National arrivait au pouvoir, que deviendrait-il? Parce que c'est un exercice difficile très rapidement de changer de monture. Beaucoup disent qu'il représenterait une menace pour les subventions qui sont versées à des associations. Évidemment, oui, évidemment. c'est sûr, Aujourd'hui, il y a le syndicat, disons, du tout pourri démocratique, qui veut, même si le Front National ne représente aucun danger pour le système, qui est là pour justement empêcher le Front National d'arriver aux affaires, parce que eux, que deviendraient-ils? ils perdraient leur poste. Que deviendraient-ils? Je pense toujours à cette réflexion de Louis de Funès dans La folie des grandeurs, lorsqu'on lui retire sa toison d'or, ses postes de ministre, il dit « Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. » D'accord. Mais bon, on en est là. On en est là. C'est sans pousser la caricature à ce point, ces gens-là, mais que deviendraient-ils? Que deviendraient-ils? Ils perdraient, disons, tout ce qui est devenu leur raison d'être, leur raison de vivre. Ils ont perdu, pour la plupart, contact avec la réalité. Bon, il ne faut jamais généraliser. Dans tout ce monde politique, vous pouvez encore trouver des personnes sincères, des personnes très bien qui agissent. Bon, il ne faut pas généraliser. Mais disons, ceux qui tiennent, eux, ne sont pas non plus réformables, ou plutôt s'envoyer à la réforme. Donc un parti qui devient une véritable multinationale, et dans cette situation-là, est-ce qu'il resterait favorable aux nationalistes, au nationalisme en général? Parce que le parti se décrédibilise. Il se décrédibilise, surtout il devient, Est-ce favorable au ça devient une nationalisme? multinationale dont les opinions sont inacceptables au point de vue. Oui. Alors effectivement, dans l'hypothèse où on a dit que c'était impossible, dans l'hypothèse où le Front National arriverait au pouvoir, il n'aurait que de cesse de taper d'abord sur les nationalistes. Ouais. Oui. Évidemment, parce que évidemment, nous serions là pour leur rappeler leur trahison, leur dérive, et dans ces cas-là, on élimine toujours Cassandre. Ah oui, bien sûr. Donc, mais en revanche, étant donné la situation, les nationalistes ont, je dirais pas un angle d'attaque qui s'ouvre, parce que de plus en plus de gens se rendent compte quand même que le Front National trahit les idéaux de la France. Attention, ils ne trahissent peut-être pas la République, mais la République c'est l'anti-France. Moi je parle de la France, je ne parle pas de l'anti-France qui est la République. Ces gens-là commencent à se rendre compte que quelque chose ne va pas. Et effectivement, il y a des personnes à accueillir, des personnes à former. Car notre travail à nous, aujourd'hui, ne consiste pas à dire on va prendre le pouvoir ou autre. Non, la situation n'en est pas là. Notre travail en est à conquérir les âmes. On est à former des gens, à recruter des gens, à renforcer l'amitié nationaliste pour justement créer les bases, l'outil qui permettra le moment venu de régénérer la France, de lui redonner le courant traditionnel qu'elle a perdu depuis 200 ans, et surtout depuis 30-40 ans. Ça s'est accéléré après 45, ils diront. Ça s'est accéléré après 45, et surtout après mai 68. Oui, aussi. Enfin, il faut dire que si mai 68 est arrivé, et surtout a provoqué le tournant que nous avons connu, c'est que la société était prête. Oui, pour l'accélération. Aujourd'hui, d'ailleurs, on peut dire que la population française n'est pas prête à accueillir les nationalistes.
Donc il faut influencer encore les masses. Donc, il faut conquérir les âmes, il faut attirer à nous, disons, les meilleurs, c'est-à-dire l'élite de la France, parce que l'élite républicaine et les élites actuelles sont de fausses élites, qui ne sont pas les élites de la France, il faut les attirer à nous, et préparer l'outil qui nous permettra, comme je vous dis, de régénérer la France, parce que le système aujourd'hui, non seulement n'est pas réformable, mais le système tel qu'il est engagé court à sa perte pour des raisons financières. Le système financier international ne tient pas là. Enfin, c'est un système fondé sur le jeu, fondé sur la spéculation, fondé sur le vol. Vous ne pouvez pas fonder un système durablement sur des principes antinaturels. Oui, contre l'ordre universel. Bon, contre l'ordre universel. Destructeurs vis-à-vis de la famille, hein, faut pas avoir peur de le Destructeurs dire. de l'ordre universel. Vous avez le problème du multiculturalisme et de la société multiethnique. Bon. Les sociétés multiethniques sont toujours des sociétés conflictuelles. Nécessairement, à un moment ou à un autre, les choses éclatent. Comme à Soweto, dans tous ces ghettos là aujourd'hui, où en fait sont des batailles rangées entre immigrés noirs. Alors là, pour le coup, ce sont les Noirs qui sont racistes entre eux. Les Blancs n'en ont rien à voir. Ah bon? Non, ce sont les Noirs entre eux qui s'entretuent. C'est évidemment des guerres tribales un peu internes. Oui. Mais chaque peuple veut exister et n'aime pas voir un envahisseur, quel qu'il soit, bonne ou mauvaise raison, venir chez lui. Ça c'est naturel. On aimerait tous, je veux dire, renvoyer les Suisses chez eux. Les Suisses. Sacré Vous en avez les Suisses ou les Suédois. Non, le vrai problème, c'est la communauté de pensée, c'est la communauté d'assimilation. Effectivement, bon, même si vous avez 10 Suisses ou 100 Suisses qui viennent vivre en France, ça se passera bien. Si vous avez toute la Confédération helvétique qui vient s'installer chez nous, je pense que ça commencera à poser des problèmes. Après, et inversement, il faut l'admettre. Surtout si 50 millions de Français venaient s'installer en Suisse. Oui. Ça, je pense que très beaucoup. Mais je pense que les Suisses se défendraient mieux que nous par rapport à une invasion suisse. Dans l'état actuel des choses. Alors Florian va passer peut-être à l'actualité étrangère. Ah bah je te laisse même poser la question. Passons donc au troisième dossier d'actualité. Le néoconservatisme, un aspect actuel du mondialisme. Et avec une première question, donc pouvez-vous nous rappeler quel est le néoconservatisme et le danger qu'il représente? Le néoconservatisme, oui, c'est un grave problème. Ou plutôt, le néoconservatisme en lui-même, bon, c'est une idéologie, c'est un ensemble d'idées, mais ce sont les néoconservateurs, ceux qui se nourrissent de cette idéologie, qui posent problème. Parce que ce sont des gens... en gros, le fond de leur idée, c'est plus jamais Auschwitz. Et il est vrai que le fond du néoconservatisme, c'est un mélange de trotskisme, avec Léo Strauss, et puis de sionisme, avec Norman Podhoretz, avec d'autres personnes de la communauté juive américaine, et qui veulent à la fois assurer la puissance universelle des États-Unis sur le monde, et en même temps assurer la pérennité de l'entité juive de Palestine, de l'État d'Israël. Et ce sont des gens qui ne reculent devant rien. Et ils ont su infiltrer progressivement tous les rouages du monde politique américain, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains. Depuis les années 70, donc pour rappel, c'est à peu près... Depuis les années 70, oui. Alors, un temps, dans la première présidence de Ronald Reagan, ils avaient été en partie écartés. Et ça a duré 3-4 ans. Ils ont commencé à revenir en force au cours de son deuxième mandat, puis progressivement ils se sont implantés sous le mandat de George Bush père, et puis après sous le mandat de Clinton. Ce qui ressemble beaucoup à la configuration actuelle. Ceci ressemble beaucoup à la configuration actuelle. Et alors on retrouve tous ces néoconservateurs à l'origine des conflits du Proche-Orient, des conflits qui ont envenimé la crise des Balkans, avec l'éclatement de la Yougoslavie. La Yougoslavie, on n'avait pas besoin des néoconservateurs pour éclater, mais
ils ont jeté de l'huile sur le feu. Bon, l'affaire du Kosovo est en grande partie du AE pour écraser la Serbie. L'affaire de la lutte de la guerre du Golfe en 2003, on les retrouve encore avec les Paul Wolfowitz et consorts. Donc c'est... Là, Hillary Clinton qui ne rêve que de faire rentrer à nouveau les troupes américaines en Iran, si j'ai bien compris. Et voilà. Alors, étant donné que ces gens-là veulent la suprématie des États-Unis, dès qu'une autre puissance est susceptible de leur barrer la route, eh bien, elle devient un ennemi, il faut l'écraser. Il ne faut pas comprendre autrement la russophobie rabique qui se développe dans le monde occidental et dans les médias occidentaux. Bon, on parle de ces néoconservateurs. Victoria Nuland, qui était chargée d'affaires à Kiev et qui est mariée à l'israélite Robert Kagan, a été une des chevilles ouvrières de la révolution de février 2014, de l'affaire de Maïdan. Alors, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on a affaire à des gens qui sont en train de fomenter des guerres là, actuellement ? On peut dire que l'on a affaire à des va-t-en-guerre, à des gens qui cherchent à fomenter des guerres à n'importe quel prix, pour peu qu'on puisse asseoir la puissance américaine et évidemment sauvegarder les intérêts de l'État d'Israël au Proche-Orient. Et là, actuellement, il faut quand même rendre hommage à Obama, qui tente de calmer le jeu, et qui effectivement est vilipendé par un congrès qui est tenu par ces néoconservateurs. Et qui retire les pouvoirs les uns derrière les autres. Qui retourne les pouvoirs les uns derrière les autres. Et ce qui est à craindre, c'est que lors du prochain président, que ce soit Hillary Clinton ou un républicain, les conflits éclatent. Oui, voilà. Les conflits éclatent contre l'Iran, même contre la Russie, pourquoi pas, d'autant plus qu'il y a la victoire géopolitique qui remonte au début du XXe siècle, comme quoi il faut contrôler le Rhineland, c'est-à-dire ce qui entoure la Russie, si on veut dire, pour mieux contrôler le cœur de l'Europe et de l'Asie. Ils appellent ça le cordon sanitaire. Le cordon sanitaire. Oui, c'est leur formule, oui. C'est leur formule. Bon, donc... Tout y est. Tout y est, oui. Et alors, ils sont très influents après le 11 septembre aussi, ils ont continué de grossir et finalement influencent dans tout l'Occident. C'est ça qui est un danger. Dans tout l'Occident, oui. Ils ont des relais à travers le monde européen, enfin l'Europe, l'Union européenne. Ah bien, en France, vous avez l'Institut de l'Europe libre qui soutient à fond Sarkozy. Et d'ailleurs, on voit la politique de Sarkozy. Sarkozy qui veut se représenter, mais Sarkozy est une calamité, Sarkozy est un danger, Sarkozy est un criminel avec l'affaire de la Libye. Il faut le laisser impérativement, cet homme, en fait, à la tête de l'UMP, puisqu'il va emmener toute cette troupe normalement à la catastrophe, vous ne pensez pas ? On peut craindre aussi qu'il emmène la France à la catastrophe. Lorsque vous prenez l'affaire de Libye, quelqu'un comme Sarkozy, par son inconsistance, a quand même des centaines de milliers de morts sur la conscience. La Libye est un pays qui a éclaté en plusieurs entités qui s'entretuent. Le conflit gagne de proche en proche l'Afrique subsaharienne. Pourquoi l'armée française est au Mali ? Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre raison. C'est dû tout simplement à la déstabilisation de la Libye, au fait que des armes se sont installées dans le sud de la Libye, ont gagné la zone saharienne et ont permis aux islamistes de créer leur camp. Protéger les dernières installations également, pétrolifères et autres, gazières. Alors il se passe une chose à propos de l'affaire de Libye, c'est que Kadhafi, là encore, on trouve un lien commun entre toutes les agressions qui ont eu lieu. On peut remonter aux années 30, même avec l'Allemagne nationale socialiste, à partir du moment où vous avez un régime qui se met en place, mais contre, disons, la volonté de suprématie de la finance, basée aussi bien à la City à Londres qu'à Wall Street à New York, aussitôt
on déclare la guerre à ces régimes, on s'arrange à les détruire, à les diaboliser, parce qu'effectivement, ces régimes se mettent en place en refusant la puissance financière que l'axe City New York représente. Donc Kadhafi, on est rien de plus. Oui. Et Kadhafi en fait partie. Kadhafi avait lancé un programme de développement de l'Afrique, mais avec des moyens de financement endogènes, propres à l'Afrique. Le pétrodollar, Voilà. non, pour refuser le Oui, pétrodollar il nationalisé, avait créé une banque africaine de le développement. dinar or, Oui, voilà. qui faisait pièce à la volonté d'emprise de la finance, disons, anglo-saxonne sur l'Afrique. Ça n'était Ou ces pour- mêmes pour intérêts l'instant. américano-sionistes dont vous avez parlé avec ce néoconservatisme. Voilà. Pour l'instant, ils ne se sont attaqués qu'à des grands chefs de pays et d'États maghrébins et orientaux qui sont en gros des laïcs. Des laïcs. Oui. Le régime laïque. Saddam Hussein n'était pas, je crois, en fait un pro-musulman, si Un islamiste. un islamiste non, aussi. c'était pas un islamiste. Voilà. Alors donc il y a eu tous les autres et puis en fait maintenant comment s'appelle-t-il le président iranien qui, enfin c'est rien. Syrien, Bachar Syrien, al-Assad. Bachar al-Assad, Ça, c'est qui est pas non plus, on Pour la peut même- pas. Ouais. pour la même raison. Ouais. Bachar al-Assad est attaqué parce qu'il est un empêcheur d'installer Un brasier en fait. système. Voilà. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que pour le Proche-Orient, il y a une carte de recomposition du Proche-Orient qui a été pensée depuis peut-être maintenant 15-20 ans, je ne sais plus, mais où l'on voit le redécoupage total. Alors, la Syrie éclate, l'Irak éclate, même la Turquie, même la Turquie est entamée de son Kurdistan. L'Arabie Saoudite éclate elle aussi. C'est un remodelage assez fou. Administratif là aussi. L'administratif. Voilà. Alors, on va mettre les pieds dans le plat avec, comment pourrait-on appeler ça, une invasion en fait africaine en Europe ou comment on pourrait appeler Oui, ça en fait, l'affaire de Lampedusa, Ah, cette petite île italienne, donc oui. qui représente un symbole. Alors donc pouvez-vous nous rappeler le début des événements à ce sujet de cette... L'affaire de Lampedusa, de tout temps, il y a eu des migrants qui ont tenté d'Afrique, qui ont tenté de venir prendre pied en Europe. Berlusconi avait signé un accord avec Kadhafi, comme quoi, moyennant finance, Kadhafi les retenait sur sa côte et éventuellement Oui, on faisait dégager quelques-uns. Oui, il y avait des brigades sur les côtes Voilà. un peu pour... Oui. et les renvoyait de l'autre côté du Sahara. Mhm. Bon, à partir du moment où Kadhafi a été assassiné, massacré, avec la complicité de la France d'ailleurs, j'ai rappelé De tout à l'heure. leur république. De leur République, oui, pas de la France, de leur République, de l'anti-France. Bien, ces gens-là ont pu venir comme ils voulaient. Et effectivement, au début, il y a toujours eu des migrants qui sont venus sur l'île de Lampedusa pour la simple raison, c'est que c'est le territoire italien qui est le plus proche des côtes africaines. Des côtes africaines. Et comme il arrive toujours dans une tempête ou une mauvaise manœuvre, il y a des barcasses qui se sont retournées. Les clandestins sont Les morts. clandestins sont morts, enfin des immigrants illégaux, des délinquants, il faut les appeler par leur nom. Si on a des lois, on nous dit bien que avoir critiqué être antisémite, antisioniste et autres, c'est un délit. Bien là, ces gens-là qui veulent rentrer chez nous sans papier, ce sont des délinquants. Il faut les appeler par leur nom. À partir de ce moment-là, on a monté en épingle ces quelques morts par noyade. Et à partir de là, évidemment, Amnesty International et toutes les ligues de vertu droits de l'homiste se sont emparées de l'affaire pour dire qu'il faut faire quelque chose pour ces pauvres malheureux. Et que peut-on faire d'autre? On ne peut que les accueillir. Et par là-dessus, le pape argentin, François Ier, Bergoglio, a eu des déclarations assez malheureuses en disant qu'il fallait les accueillir. Alors, évidemment, On met une couche, oui. oui, il en a rajouté une couche.
en plus pour apprendre cette semaine que des réfugiés chrétiens qui, pour le coup, alors eux ont vraiment tout intérêt en fait à rejoindre l'Europe, se voient jetés par-dessus bord par des réfugiés musulmans. Mais oui, alors là, depuis un peu plus d'un mois, autant que je sache, il y a plus de 11 000 personnes qui sont entrées, disons, illégalement en Europe. Et parmi ces 11 000 personnes, il y aurait entre 2 et 3 000 islamistes actifs. Ah oui, bien sûr. 2 ou 3 000 islamistes actifs. Alors effectivement, actuellement, à Bruxelles, ils sont en train de commencer à s'en inquiéter. Moi, il me semble qu'il est un peu tard. Qu'il est un peu tard. Pour revenir à l'affaire Lampedusa, on a oublié aussi de signaler l'utilisation de l'armée, de la marine italienne, finalement, pour favoriser cette invasion. Ah bah, la marine italienne est là pour les récupérer, pour jouer les bons samaritains, pour jouer en gros la Croix-Rouge. C'est ça. Mais j'ai lu qu'il arrivait que les passeurs téléphonaient à la police italienne, à la marine italienne, en disant « Bon, vous avez un bateau qui va arriver à tel endroit, on va le couler. Hein, alors vous venez les récupérer avant qu'ils se noient. » Puis on voilà. Bon. Donc ça et oui, mais ils en profitent. Lorsque vous avez des gens qui savent où ils veulent aller, qui ont un projet de conquête, par exemple de l'Europe, et qui savent qu'en face d'eux, ils ont un ventre mou. Ils ont des gens qui sont totalement démobilisés par des valeurs morales à la guimauve, parce que les valeurs morales de l'Europe, on peut en parler, 200 000 avortements par an en France. Droit de l'homisme. Droit de l'homisme, on peut en parler. Du syndrome de Pavlov, on pourrait appeler ça. Voilà. Et puis alors là, maintenant, en plus, le syndrome de Stockholm. En plus, aussi. Alors les deux noms généraux. On a tout. Donc, il y a ce mouvement migratoire qui vient, mais l'histoire de Lampedusa, c'est un point particulier, effectivement important aujourd'hui, mais c'est un point particulier d'un phénomène invasif qui passe aussi bien par l'Espagne avec Ceuta et Melilla, qui passe par la Bulgarie, qui passe par la Grèce, c'est le camp des saints de Raspail. Mais géopolitiquement, on peut dire que l'Europe a toujours été une forteresse assiégée. Elle avait réussi à desserrer l'étau au XIXe siècle et au XXe, et aujourd'hui, elle retrouve sa place de forteresse assiégée. Avec les grandes invasions barbares, comme ça a été le cas après. Bon, on a eu en 1683 le siège de Vienne. Les Turcs étaient aux portes de Vienne. Bon, bah, finalement, 350 ans après, le siège de la forteresse Europe recommence. Alors, où sera le roi de Pologne de l'époque qui avait sauvé Vienne, à Schwarzenberg, où sont-ils ces gens-là? On verra bien. Alors, est-ce que vous, d'ailleurs à ce sujet, est-ce que vous pensez que toute l'Europe prend ce même chemin cosmopolite que la France actuellement, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre? Dans l'ensemble, oui. Toute l'Europe prend ce chemin, à quelques exceptions près. Par exemple, on peut prendre la Hongrie. La Hongrie, elle, qui a été vraiment durement marquée par l'histoire, qui a été injustement amputée au traité de Trianon, garde véritablement une conscience historique très forte et aujourd'hui refuse effectivement, majoritairement et surtout d'une manière tout à fait consciente et organisée autour du parti Jobbik, refuse cette évolution et cette invasion. Côté russe, autant qu'on peut le constater aujourd'hui, la Russie refuse de se laisser envahir, quoique, à partir des anciennes colonies russes, c'est-à-dire les provinces d'Asie centrale, il y a beaucoup de tchurnis, comme ils les appellent, de noirs qui viennent, tchurnis, de migrants non russes qui viennent s'installer. Le phénomène est général. Mais il y a des gens qui l'acceptent plus ou moins, ou qui ne font rien pour l'empêcher en dépit de certains propos virulents. Et il y a ceux qui, au fond d'eux-mêmes, disent non, il va falloir faire quelque chose. La Suisse est un cas aussi qui refuse démocratiquement, ou plus ou moins, cet état. La Suisse refuse, effectivement. Mais voyez comment le peuple suisse
être travaillé pour qu'il accepte de se laisser envahir. Et entre parenthèses, 6 mois après, le franc suisse décroche de l'euro. Oui, voilà, oui, mais c'est bizarre. Hein, c'est un avertissement parmi une punition. Tiens. Et alors, toute cette invasion qui est due, bon, on peut citer le droit de l'homisme comme on l'a dit, mais aussi l'Union européenne de Schengen. L'Union européenne de Schengen, c'est effectivement la première chose. Ça serait la première chose à supprimer et à rétablir les frontières inter-européennes, intra-européennes. Enfin, bon. Oui, l'espace de Schengen, lorsqu'il a été créé, d'ailleurs, il a été créé en catimini. Au début, lorsque l'on parlait, lorsqu'on disait aux gens, mais on va mettre en place dans 2-3 ans un espace de libre-échange. Un espace de libre-échange et de juste contrôle aux frontières extérieures des États signataires de l'accord Schengen. Les gens ne croyaient pas. Ou alors ils étaient sceptiques. Ils étaient sceptiques. Ouais. Bon, mais les accords étaient signés. Aujourd'hui, ils sont entrés en vigueur. Et effectivement, dans le cadre d'un État fédéral, on pourrait penser que chacun contrôle ses frontières extérieures. Mais aujourd'hui, étant donné que nous sommes en guerre vis-à-vis d'une partie du monde, où c'est le monde qui nous a déclaré la guerre, eh bien, il faut qu'on protège chacun nos frontières, il ne faut pas compter sur les voisins. D'autant plus que le système de Schengen est fait de telle manière que ce sont les États concernés par une frontière qui doivent eux-mêmes garder leurs propres frontières sans l'aide des autres États. Imaginez la Grèce, qui est un pays en difficulté économique, qui doit garder ses côtes et sa frontière avec la Turquie. Donc ils empêchent les ententes, contrairement à ce qu'ils nous font croire, où ils nous disent qu'il y aurait plus de liens entre les... Non, c'est le contraire. C'est très curieux, hein, puisque en fait une Grèce qui a toujours craché, elle a toujours été traumatisée sur le fait que la Turquie rentre dans l'Europe. Aujourd'hui, ils veulent sortir de l'Europe. Et est-ce qu'ils vont laisser toujours rentrer les Turcs dans l'Europe ? Ça, la question de la Turquie, de toute façon, moi je serais turc, je ne chercherais même pas à entrer dans l'Union européenne, puisqu'il y a déjà mes ressortissants qui y sont en masse. Ah oui, progressivement, et d'ailleurs c'est de la manière dont procède Erdogan, qui est d'ailleurs un chef d'État remarquable. Il essaie de reconstituer l'Empire ottoman, et l'Empire ottoman, il occupait toute l'Asie centrale, toute l'Europe centrale. Bon, et son projet est bien là. D'ailleurs, du point de vue démographique, si vous prenez ce qu'on appelait la Roumélie, c'est-à-dire la partie européenne de l'Empire ottoman, donc qui regroupe la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo, l'Albanie et autres. En 1920, il y avait à peu près 19-20 millions d'habitants dans cette région. Et côté turc, donc la République turque d'Atatürk, il y avait à peu près 20-22 millions. C'était équilibré. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les populations dans l'Europe anciennement ottomane, vous avez peut-être 25 millions d'habitants, 25-27 millions d'habitants. Les Turcs sont 80 millions, ici ils seront bientôt 100 millions. Donc il y a un déséquilibre démographique et qui d'une manière ou d'une autre, si on y prend garde, finit par se traduire dans les faits. Par des guerres. Par des frictions, par des envahissements et autres. Puis on voit tous les kebabs, par exemple, dans toute l'Europe. Oui, on voit des kebabs dans toute l'Europe. Dans le moindre village, vous avez un kebab. À croire que les services secrets turcs ont créé un réseau de kebabs à travers l'Europe pour quadriller l'Europe. Quelquefois, c'est des Européens qui les tiennent, comme c'est connu. Mais c'est vrai qu'ils peuvent s'y trouver aussi. Enfin, moi je serais Erdogan, je procéderais comme ça. Bon. Voilà. Mais je vais quand même pas lui donner des conseils. Oui, c'est sûr. Alors, dernière petite question, celle-ci un peu plus militante. Est-ce que vous appellerez à défiler pour la fête du 10 mai ? Bien, il est normal que tout Français non rogné défile, rende hommage à Jeanne d'Arc le deuxième dimanche de mai, qui est la deuxième fête nationale de France, qui a été votée en 1920 à l'initiative de Maurice Barrès d'ailleurs. Un penseur nationaliste. Un grand penseur nationaliste, oui, qui disait d'ailleurs que le nationalisme est un socialisme.
Il ne faut pas oublier la dimension sociale de notre action. Et effectivement, tout Français non renié doit venir rendre hommage à Jeanne d'Arc, surtout s'il est parisien, à la statue des Pyramides. Qui est une sainte. Qui est une sainte, et qui montre d'ailleurs que la France est un pays qui n'est pas comme les autres. Parce que lorsque vous voyez un personnage historique comme Jeanne d'Arc réaliser ce qu'elle a réalisé, sauver la France qui était au 36e dessous, qui était quasiment perdue, surtout après la défaite de Verneuil, il ne restait plus qu'Orléans à prendre, et puis le royaume de Bourges tombait. Vous avez Jeanne d'Arc qui arrive providentiellement, et qui effectivement entendait des voix, mais on peut rire de ces questions-là, mais les faits sont là. Jeanne d'Arc a été providentielle, elle a sauvé la France. Il y a des faits assez extraordinaires qui montrent que elle a été guidée. Elle a été guidée par autre chose que de simples faits humains. De simples faits humains. Et c'est là que je pourrais dire que la France, depuis le baptême de Clovis, a un destin particulier dans l'histoire du monde. Elle a un destin particulier. Et un pied dans le sacré, quelque part. Un pied dans le sacré. Et je dirais même qu'en 1689, lorsque le Christ est apparu à Sœur Marie Alacoque à Paray-le-Monial, Sœur Marguerite Marie à Paray-le-Monial, elle lui a demandé de consacrer la France au Sacré-Cœur. Et en annonçant que si le roi ne le faisait pas, la France connaîtrait de grands malheurs, irait de mal en pis, et au bout seulement d'avoir expié, disons, ce refus, elle s'en sortirait. Mais à quel prix? Et après quel malheur? Eh bien, lorsque l'on regarde l'histoire, il est assez étonnant de voir qu'après le refus de Louis XIV mal conseillé, après 1689, tout s'est très mal enchaîné pour la France. Après un régicide. 1689, le régicide est arrivé un siècle plus tard. Mais lorsque vous regardez la famille de Louis XIV, l'année 1710-1711, a vu disparaître quasiment toute la famille royale. Il n'est plus resté qu'un arrière-petit-fils de 5 ans, Louis XV. Le règne de Louis XV a été succédé de différentes difficultés, de choses qui n'auraient jamais dû se produire, de malchance. Vous avez après l'enchaînement révolutionnaire, vous avez tout le 19e siècle, vous avez tous les problèmes que nous connaissons. Il y a quand même des enchaînements qui nous dépassent. Je ne veux pas faire de théologie, de traiter la politique d'une manière théocratique et messianique, mais je pense que nous devons y réfléchir et nous devons y penser. Mais, comme disait Jeanne d'Arc, travaillons, combattons et Dieu donnera la victoire. Oui. Belle parole d'ailleurs pour conclure, oui, sur cette France qui a été constituée par cette monarchie capétienne d'ailleurs essentiellement, disons bien définie comme nous la connaissons aujourd'hui. La France est constituée, oui, ce sont les 43 qui ont fait la France. Et même on pourrait dire que le dernier roi couronné, Charles X, avait donné l'Algérie à la France. Oui, c'est plus contemporain d'ailleurs. Voilà. Et notre dernier souverain, Napoléon III, nous a quand même donné la Savoie et comté de Nice. C'est bien. Quelques petits ajouts. Alors, pour cette fin d'entretien, donc je rappellerai que notre entretien filmé se base sur donc certaines productions de militants, la revue dont vous avez l'honneur d'être rédacteur en chef. Alors si vous pouvez la présenter. La revue Militant est une revue qui en est à sa 48e année, qui a été créée en 1967 par des nationalistes, mais aussi des syndicalistes, des ouvriers qui voulaient donner une dimension sociale au nationalisme. La revue a été continuée ensuite par Pierre Bousquet jusqu'à son décès en 1991, et elle a été reprise ensuite par Jean Castrillo. Et à partir des années 2002-2003, j'ai été progressivement associé à cette revue, à laquelle je tiens beaucoup, d'une part parce que j'ai promis à Jean Castrillo de la continuer. Je tiens ma parole, honneur et fidélité. Et ensuite,
c'est une revue qui permet de faire entendre une voix différente de ce que l'on peut trouver dans les revues nationalistes, étant donné que nous nous préoccupions énormément des questions économiques, des questions sociales qui sont malheureusement trop peu traitées dans la famille nationaliste. Car certains de nos amis disent oui, on arrivera au pouvoir, et, oui d'accord, mais il ne s'agit pas d'y arriver, il s'agit d'y rester et d'œuvrer pour le bien commun du peuple, du bien commun des Français, du bien commun de la France. Et si vous n'avez pas la dimension économique et la dimension sociale, vous ne resterez pas longtemps au pouvoir. Prenez par exemple l'exemple des frères musulmans en Égypte. Ils ont mis un demi-siècle patiemment à tisser leurs liens à travers toute la société égyptienne. Ils sont arrivés au pouvoir. Ils n'y sont pas restés. Pourquoi? Parce que économiquement, ils ont désorganisé toute l'économie. Ils ont désorganisé tout le pays. Autrement dit, si nous ne savons pas administrer le pays, donner à manger aux gens, améliorer leur niveau de vie et leur permettre de vivre dans des conditions honorables et décentes, eh bien, nous ne resterons pas au pouvoir et nous ne le mériterons pas. Les frères musulmans ont influencé les masses d'un point de vue identitaire, etc. Il a parlé au peuple, mais il n'a pas eu la pratique pour les faire vivre convenablement, en fait. C'est ça que vous dites. Aucun régime ne peut se maintenir s'il n'assure pas un niveau de vie décent à sa population. Bien, alors dans les prochains entretiens, nous traiterons éventuellement du programme économique du Front National, l'actualité de l'armée, les différentes guerres, le Mali vous l'avez un peu effleuré également, et bien sûr les retraites, l'agriculture, OGM, tout ce qui a un peu été fait précédemment dans votre vue. Une actualité à rebondissement. Un rebondissement constitué par dossier, comme nous avons l'habitude de le faire. Donc merci à vous, Monsieur Gandillon, pour les réponses que vous avez apportées et de la suite au prochain numéro. Merci. Eh bien, merci Florian Rouanet, merci Jean Lamour. Merci.